Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Marie Gruber et aujourd'hui, je représente Catherine Baudry, notre directrice du partenariat pour l'organisation de l'innovation et des nouvelles technologies 4.0. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à ce 4.0 webinaire sur l'écosystème de la santé et le vieillissement actif, partenariat interdisciplinaire et stratégie préventive dans le contexte de Laval. Dans cette série de webinaires, nous mettons en lumière des différents projets de 4.0. 4.0 a pour objectif d'étudier comment les écosystèmes contribuent à augmenter la capacité et la performance d'innovation du pays et à développer de nouveaux indicateurs pour mesurer cet impact. Dans cette présentation aujourd'hui, les chercheurs et les chercheuses visent à mettre en évidence deux stratégies pour soutenir le développement de l'écosystème de santé préventif autour du vieillissement actif dans le contexte d'une ville nord-américaine. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter les chercheurs et les partenaires impliqués dans ce projet. D'abord, nous avons Pauline Fèvre, qui est actuellement doctorant en stratégie à HEC Montréal. Pauline se consacre à l'étude des dynamiques et stratégies de la ville de Laval, visant à favoriser la décroissance structurelle par la santé préventive à travers des partenariats publics-privés et pluriels. Il y a aussi Patrick Grondé, qui est professeur titulaire à HEC Montréal au service d'enseignement des affaires internationales. L'enseignement, la recherche et les publications de Patrick portent sur l'économie et le management de l'innovation, de la connaissance et de la créativité. Et finalement, nous avons Bernard Pitre, qui est le commissaire en chef innovation à la ville de Laval. Il a plus de 30 ans d'expérience en tant que gestionnaire, directeur général et président dans les secteurs de l'énergie et de la construction. Pauline, c'est à toi maintenant. Nous avons bien hâte de vous entendre. Merci beaucoup. D'abord, Patrick, si tu veux dire un petit mot d'introduction. Un mot très très rapide peut-être d'introduction. On a eu la chance à Mosaïque d'avoir un premier, je dirais, projet dans 4.0 qui s'appelait Santé et intelligence artificielle. Et puis d'ailleurs un autre projet sur la mobilité. Et puis, donc, ces projets nous ont permis d'étudier en profondeur les Open Labs en santé, les intermédiaires d'innovation en santé comme Transmedtech ou comme l'école d'intelligence artificielle au CHUM. Et en même temps, à la fin de ces projets-là, il y a eu ce drame de la Covid. Et ce drame de la Covid, en termes de santé, a provoqué, notamment au Québec, je dirais quelque chose de catastrophique du côté des aînés. On sait tout ce qui s'est passé. Et donc, notre attention s'est évidemment dirigée sur comment faire en sorte qu'on puisse prendre en charge de manière à la fois sociale, mais aussi en utilisant les technologies existantes, le bien-être des aînés. C'est devenu un sujet majeur et donc on a bénéficié d'un second projet de 4.0 sur donc ce sujet-là, avec la très grande chance d'avoir donc comme je dirais terrain d'expérimentation la ville de Laval pour lequel ce problème est un problème aigu qui s'inscrit dans en fait les nouvelles stratégies de développement de la ville de Laval. C'est un des axes prioritaires, éminence grise. Et donc, notre chance est avec Bernard Pitre d'avoir pu, eh bien, j'allais dire, mettre en scène Pauline sur ce sujet, je pense, de très grande actualité pour notre société. Donc voilà les mots et bon, on est très fiers d'avoir Pauline comme étudiante très dynamique et talentueuse et professionnelle sur ce projet. Merci, Patrick. Merci Patrick. Je te laisse introduire le sujet, Bernard. Attends, je vais. Bon, donc, bien merci. Bonjour à tous. Effectivement, Laval, territoire d'expérimentation. En fait, Laval, le 31 mars 2023, s'est doté d'une vision stratégique une nouvelle vision stratégique sur le développement économique 23-27. Et de ça est arrivé au cœur de cette nouvelle vision-là, Laval comme territoire d'expérimentation avec une plateforme d'innovation. On s'est basé sur
c'est axé sur des filières faisant face à des transformations de chaîne de valeur, bien sûr, axé sur des grands enjeux socio-économiques. Dans ça, on a la vision de valorisation des données pour pouvoir, bien sûr, faire l'intelligence artificielle et autres. Et on a toujours priorisé des technologies qui sont dans l'Internet des objets, en fait, le AIoT qu'on parle. Donc, ça a été co-designé avec Laurent Simon, là, une autre personne de Mosaïque avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et puis, finalement, on est arrivé avec cette plateforme-là d'innovation, TEMRA, qui est l'acronyme là pour dire vous aimerez, vous TEMRA, et qui est sur ces 6 filières-là. Et les 6 filières, ben, c'est les technologies décarbonées. C'est l'éminence grise qu'on va parler aujourd'hui, qui est un des maillons forts. Manufacturier, mobilité durable, retail, j'avais besoin d'un R, je dis toujours en blague, donc j'ai fait retail, mais c'est les ventes au détail, puis l'agroalimentaire. J'aimerais ça quand même à ce stade-ci de vous dire que aujourd'hui, ces filières-là sont actives. Aujourd'hui, ces filières-là sont tous bon, on est en train de finaliser là, des académiques qui sont autour de ces filières-là. Donc, on travaille bien sûr avec Technologie décarbonée. On travaille avec l'ETS, Mohamed Chériette, qui va être notre académicien là-dessus. Éminence grise, on parle de bien sûr Patrick Coindet. Manufacture, on travaille avec Catherine et une équipe là justement sur la maturité numérique et on est en train de finaliser un projet sur 2 ans. Mobilité durable, on travaille avec Laurent Simon. Et les ventes au détail, on travaille avec Fabien Durif de SGUQAM. Puis finalement, agroalimentaire, bon, on espère travailler avec une université qui probablement va être anglophone cette fois-ci. Faut pas nommer. McGill. Donc, je vous dis ça parce que dans toute cette thématique d'innovation-là, c'est important d'avoir nos académiques qui puissent, premièrement, nous guider, créer de la littératie dans ces domaines-là. Puis, bon, on est ouvert justement à toute cette expérimentation. Puis, je vous reviendrai un peu plus tard pour vous parler d'un projet sur l'éminence grise là, qu'on est en train d'expérimenter sur le territoire. Donc, je passe la parole à Pauline. Merci beaucoup, Bernard, pour l'introduction. Donc, rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'étude de terrain que j'ai pu faire dans le cadre de mes recherches à Laval. Et ce que ça a donné, un peu l'état des lieux de ce qu'on a trouvé. Bon, je vous présenterai ensuite rapidement les stratégies top-down qui ont émergé, on va dire, à la suite de cet état des lieux. Ensuite, on regardera les stratégies bottom-up, c'est-à-dire qui sont faites par l'écosystème lavallois d'acteurs et donc qui viennent par le bas. On verra un petit peu la proposition théorique initiale que je fais pour ajouter et construire un petit peu sur la théorie, mon cadre théorique. Et finalement, Bernard nous parlera donc du cas pratique, du partenariat donc entre Laval économique et Lucilab. On conclura avec une période de questions si on a. Donc, l'idée du processus en fait de recherche, ça partait pas d'une recherche faite à proprement parler avec des acteurs donc et des données primaires, mais c'était vraiment donc cette envie d'aller faire des connaissances sur le sujet de l'éminence grise qui provenait donc de la ville de Laval, qui a mandaté Mosaïque pour aller chercher justement des données secondaires sur les acteurs, cartographier les acteurs, comprendre un petit peu quel était le portrait en fait de ces 65 ans et plus sur le territoire. Ce que ça a permis de faire aussi, ça a été à travers cette cartographie, d'aller rejoindre beaucoup de partenaires, de leur parler et de permettre de construire en quelque sorte ce commun symbolique. Donc, je vais détailler un petit peu après ce que c'est, mais de l'éminence grise à Laval, de donner l'idée de la vision, de l'intention de la ville auprès de différents types d'acteurs, de dire donc que ce soit l'hôpital local ou les acteurs
des associations, tout ça, de leur dire la ville a un intérêt, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites. J'ai aussi pu me rendre compte qu'il y avait d'autres gens au sein de la ville qui étaient impliqués un peu dans le même travaux que je faisais, donc c'était intéressant de me mettre en relation avec eux et vraiment d'essayer de pas réinventer la roue, mais construire sur ce qui existait déjà. Donc, par rapport à mon cadre théorique, le contexte en fait du cadre, c'est vraiment l'OMS qui propose. Donc c'est les villes amies des aînés, VADA. Donc c'est à donner municipalité amies des aînés au Québec. Il y a vraiment 9 plans d'action qui sont vraiment axés sur la participation sociale des aînés, avec l'idée de promouvoir un vieillissement actif. Donc c'est déterminant. On parle de transport, du déterminants sociaux de la santé, de la technologie, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une approche holistique du vieillissement et d'avoir cette idée de concept préventif parce que éventuellement c'est tout le parcours de vie qu'on regarde et on verra comment il y a d'autres approches qui permettent de s'inscrire dans cette idée de parcours de vie et de concept de prévention. Donc pour expliquer plutôt là vraiment l'aspect gestion des connaissances puis gestion de l'innovation au sein de cet écosystème. J'utilise donc les composantes là des processus créatifs dans les milieux locaux. Donc on voit avec le upper ground, l'underground, le middle ground, et la gestion des communs, donc les biens communs de Strom, avec Allen et Potts qui permettent d'expliquer un petit peu comment des connaissannes peuvent être perçues comme des communs et mener à l'innovation. Et j'utilise donc l'article de Chirwan-Yemier et de Candet qui me permet de faire le lien un petit peu entre le middle ground des écosystèmes d'innovation et les communs d'innovation. Donc c'est vraiment intéressant parce que l'idée c'est de comprendre comment la ville, par des stratégies qui viennent du haut, donc top-down, elle peut favoriser une gestion de ces communs qui sont par définition plutôt de l'action collective qui se fait par le bas. Donc c'est intéressant d'aller voir comment relier ces deux concepts, on va dire, qui paraissent éloignés, mais qui paraissent aussi, comme le dit Ostrom là dans son article de 2012, essentiels pour favoriser l'action collective, surtout face à des problèmes systémiques. Donc, ce qu'on voit, l'étude préliminaire, donc vraiment des résultats, il y a deux vraiment dimensions problématiques. On dirait en Amérique du Nord, mais Laval est un bel exemple comparé qui se différencie par exemple de Montréal, où on vit plus longtemps mais en moins bonne santé. Bon, ça c'est le cas qu'au Québec. Aux États-Unis, les États-Unis sont en train de perdre justement des années d'espérance de vie tout court. Là, on parle vraiment d'espérance de vie en bonne santé. Et on voit qu'il y a des facteurs qui sont en lien avec ceci, c'est l'environnement bâti et des mauvaises habitudes de vie. Donc un environnement bâti qui favorise l'utilisation de la voiture, qui promeut pas vraiment la marche à pied ou un vieillissement autonome et actif. Je vous ai pas mis les chiffres ici parce qu'il y en a beaucoup, mais la ville de Laval est en fait en train de perdre des boomers. Donc la catégorie des nés des 65 à 80 ans partent de la ville. Ils ont un déclin depuis une quinzaine d'années, mais la ville gagne chez les 85 ans et plus. Donc on a vraiment on a de plus en plus d'aînés à Laval, et ces aînés, pour avoir quelques chiffres, ils vieillissent et ils sont de moins en moins bonne santé. Donc les chiffres sont très similaires pour ce qui est du Québec et de Laval, donc je ne vous ai pas répété pour pas être redondante. Sachez qu'à Laval, c'est encore un petit peu plus pire qu'au Québec en termes d'accélération du vieillissement. Mais pour vous donner des chiffres, d'ici 20 ans, on est à 20% de la population des 65 ans et plus au Québec, on devrait passer à 26%. Et notre spécificité québécoise, donc le temps qu'on fait face des hivers rudes, implique des chutes. Je vous ai pris ça comme exemple. On a beaucoup d'autres facteurs qui vont être problématiques en Amérique du Nord, mais celui-ci particulièrement est accentué par le fait qu'on a beaucoup de femmes au Québec, qui est aussi une de nos spécificités. Alors que c'est 64% de femmes au Québec, de femmes de 65 ans et plus, c'est 79 hommes de 65 ans et plus % de femmes à Laval. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les femmes vieillissent plus longtemps,
et elle chute beaucoup plus, avec des augmentations fortes en termes de chute et des énormes déséquilibres. Quand on compare Laval et le Québec, on a quasiment plus du quart de chute à Laval. Et ça, c'est dû au fait que Laval était une ville qui est construite pour la voiture. Et donc, dans ce contexte, on a vraiment de la fragilité qui se passe chez les femmes qui sont plus âgées et des chutes qui arrivent et qui causent des hospitalisations. Aujourd'hui, c'est un quart des 85 ans et plus qui finit à l'hôpital tous les ans. C'est énorme. Tous les ans, on parle. Donc, ça cause énormément de problèmes et ça fait des pressions sur le système de santé. On voit aussi un portrait socio-économique qui met quand même des gens qui vivent seuls. C'est moins qu'au Québec, et ça c'est dû au fait qu'il y a beaucoup plus d'immigrants à Laval. Mais ces immigrants font qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent pas français ou anglais à la maison. Et donc c'est beaucoup plus difficile de les rejoindre avec des services qui seraient accessibles ou diffusables par des lignes téléphoniques ou parce que justement ce sont des gens qui vont vivre de manière isolée ou dans des communautés qu'on peut accéder ou genre ces informations ne sont pas diffusées. Ouais, il y a quand même plus de gens au Québec qui travaillent et beaucoup plus de gens qui sont propriétaires. Cependant, il y a un risque parce que les gens qui sont propriétaires vivent dans des grandes maisons qui sont peu adaptées. Et donc, quand ces maisons, quand ces personnes vieillissent, ils perdent l'autonomie parce qu'il y a de l'encombrement qui se crée dans leur maison, ils sont plus capables de s'occuper des maisons qui sont grandes, de les nettoyer. Donc, ça crée aussi des problèmes. Et donc, ça pose des questionnements aussi quant à des innovations en termes de bâti par rapport au logement. Bon. Quand on regarde les habitudes de vie, ça explique vraiment, ça justifierait, on va dire, de ces pertes d'espérance de vie en bonne santé. On mange pas assez de fruits et légumes, on n'atteint pas du tout le seuil d'activité, minimale physique. On consomme de l'alcool tous les jours. On a à peu près plus de 1/5 de la population qui souffre d'obésité. Le quart qui souffre d'un niveau de détresse psychologique élevé. Donc ça, en fait, ça induit évidemment des maladies chroniques, des incapacités, avec près de 60% des aînés qui souffrent d'incapacités, même si c'est pas des incapacités qui leur causent des problèmes dans la vie quotidienne. Ça, ce serait seulement 47%. Le problème, c'est surtout l'aide que les gens ne reçoivent pas. Ces gens qui ont besoin d'aide quotidiennement et qui ne la reçoivent pas, qui créent des demandes. C'est bien reflété donc dans la pression en fait sur les services de soins à domicile où on voit en fait une augmentation quasi un doublement en 20 ans du nombre d'usagers, mais un quadruplement quasi du nombre d'interventions. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a une augmentation de l'intensité des services. Ça fait du sens si on est de moins en moins bonne santé. Un aîné pourra avoir besoin d'énormément de visites. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça concentre les services et on ne sert pas tout le monde, on sert que quelques personnes qui ont des gros besoins. Et donc, en gros, ça met encore plus de pression sur la demande. Et ça pose des questionnements quant à la capacité du système à pouvoir y répondre. Donc, en construisant sur ces insights, on a des différents types de stratégies qui émergent et qu'on a pu proposer à la ville en fonction justement de ces facteurs. Le premier, c'est à court terme. Donc là, l'idée, c'est vraiment on a un vieillissement qui est en moins bonne santé, qui dure longtemps, mais qui se fait on va dire de très bonne manière, avec des aînés qui souffrent quand même de détresse psychologique, d'isolement social. Ce sont des facteurs qui eux-mêmes créent encore plus de pression sur les services de santé puisque ça induit des problèmes de santé. Donc, à court terme, les questions qui se posaient, c'était vraiment comment l'axe de la santé et comment essayer de favoriser une approche plus préventive et donc d'accompagner avec des partenariats intersectoriels qui impliquent donc le MSS, le ministère de la Santé, le CIS, donc c'est l'hôpital local de Laval. Il faut préciser que Laval bénéficie d'un statut en tant que MRC, région. Ils ont beaucoup d'autonomie et donc ça permet au territoire de pouvoir se prétendre territoire d'expérimentation parce qu'ils ont une autonomie en termes on peut dire
ils n'ont pas besoin d'aller négocier avec d'autres MRC qui seraient au sein de leur région pour pouvoir prendre des décisions et agir et prendre des décisions, faire des projets d'innovation qui impliquent différents acteurs. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ce que nous, on s'est axé sur le court terme, parce qu'évidemment, l'environnement bâti, c'est un problème, mais bon, changer la manière de construire des villes qui s'est faite sur les dernières 50, 100 ans autour de l'automobile, on sent bien qu'il y a des pressions avec les défis climatiques, tout ça, mais ça va prendre plus de temps. Donc, on ça peut quand même plutôt à moyen ou à long terme. Mais l'idée, voilà, court terme, c'est donc Bernard vous parlera de l'exemple de Lucilab, mais on va avoir aussi des stratégies sur lesquelles on aimerait construire à court terme, qui sont elles pas top-down mais bottom-up, qui partent de la base, dans lesquelles je vais vous parler dans les slides prochains. Mais là, l'idée, c'est à moyen terme, une fois qu'on aura développé des projets, donc en plus de Lucilab, mais d'aller développer une approche plus préventive de la santé qui inclut plusieurs, on va dire, acteurs et pas seulement des acteurs en santé. On voudrait à moyen terme essayer d'influencer des comportements en amont. Puis là, ce serait vraiment d'aller chercher des déterminants de la santé au niveau vraiment du quartier, du bâti. Et donc là, comment adapter donc les pratiques sociales par l'environnement bâti, donc des aînés ou des proches aidants. Puis là, l'idée, c'est qu'on pourrait construire sur ce que Numana propose comme des quartiers bienveillants. Le projet de Carré Laval qui est en train de se passer. Là, on pourrait voir comment impliquer les aînés ou repenser un peu des pratiques de mobilité douce dans une ville qui est traversée quand même par 8 d'autoroutes. Donc voilà, l'idée, c'est, comme je le mentionne au-dessus, là, de construire, développer, gérer et diffuser donc des communs. Et les communs, donc, ce sont ces biens partagés et gérés par différents acteurs. Puis, on peut voir que on peut parler de communs urbains, de communs symboliques, communs sociaux, de communs de connaissances, d'innovation. Je peux vous en parler au slide d'après, mais ces idées, c'est vraiment de mobiliser des connaissances pour pouvoir favoriser de l'innovation. Et pour pouvoir ce faire, il faut mobiliser des acteurs autour d'une vision commune. Donc, Temra et l'éminence grise de Laval nous permet vraiment d'aller faire ça, de promouvoir un petit peu auprès des acteurs, des OBNL, des acteurs locaux, le fait que la ville s'implique, qu'elle dédie des fonds, qu'elle fait des recherches pour ce faire, qu'elle met en place des partenariats. Et donc, ça génère de l'engouement. Et on voit vraiment, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me contacter pour pouvoir lancer des projets qui démontrent de leurs intérêts. Et donc, c'est sur ceci qu'on aimerait pouvoir construire. Puis, à long terme, en tant que ville qui construit, qui favorise le développement urbain, les pratiques, on aimerait favoriser à la fois des quartiers qui favorisent des pratiques intergénérationnelles, qu'un bâti qui favorise une vie active, mais des échanges sociaux entre les gens de la ville, en fait, qui favorise une ville où il fait bon vivre. Et ça, c'est ce qu'on voit avec l'intégration de toutes les dimensions MADA, où on aurait, s'il y a de la technologie, elle serait aussi supportée par du social et par des échanges intergénérationnels, et on pourrait peut-être avoir des bâtiments, des espaces partagés, des logements partagés, où tout au long de la vie, en fait, on pourrait vivre ensemble et peut-être repenser au concept de vivre en famille, en famille de quartier, mais il y aurait donc plus de problématique de vieillir tout seul et d'isolement social, parce qu'il y aurait une idée de mutation des pratiques et sociales et institutionnelles, et où on aurait repensé la santé plus du tout dans une thématique de soigner des maladies, mais plutôt dans une thématique de parcours de vie tout au long de la vie, de vie active, un peu sur les modèles, basés sur les modèles du Nord, de Suède, de Finlande, des pays nordiques. Donc, quand on regarde un petit peu en termes de stratégie bottom-up, il y a un projet qui est intéressant dont je vais vous parler, qui est le projet Tablet, qui intègre donc la coop de soutien à domicile de Laval, qui est une entreprise en économie sociale qui propose des soins à domicile. Vous allez le voir, c'est un acteur très important à Laval parce qu'elle est porteuse de différents projets, elle est impliquée avec différents acteurs à différents niveaux. Donc elle est très importante, c'est vraiment un des acteurs clés, on va dire, de l'écosystème bottom-up de Laval. Donc cette entreprise sociale a fait un partenaire avec Tous Ensemble, qui est une autre OBNL, qui, elle, est née durant la Covid et qui propose des tablettes électroniques aux aînés avec des cours. Donc, elle donne d'un côté des cours de littératie numérique
pour les aînés, mais tout type de public. Et de l'autre, elle donne des tablettes avec des applications préinstallées et un service de soutien 24/7 pour aider les aînés. On peut même prendre contrôle à distance pour favoriser un usage facile et un accès très pratique. Donc l'idée, ce projet s'inscrivait en continuité du projet de gériatrie dont je vais vous parler après. Ça ferait du sens, là, vous verrez après. Mais l'idée, c'était vraiment d'équiper les préposés de la coop de soutien à domicile avec des tablettes pour qu'ils puissent, lorsqu'ils vont faire des visites aux aînés, leur offrir ces tablettes. Donc, que les aînés sachent s'en servir ou non. Les préposés étaient formés, les aînés. Ils étaient aussi formés à former les aînés. Et ils pouvaient donc leur donner soit des applications où il y avait des activités sportives, de méditation pleine consciente, des recettes, ou alors de la communication, enfin un Skype, des choses comme ça pour que les aînés puissent communiquer avec leurs proches. Et donc il y avait vraiment l'idée de les outiller avec une tablette. À la fois, tous ensemble, avaient outillé au préalable les employés de la coop, les avaient formés. Et donc il y a vraiment cette idée de partenariat, de soutien entre OBNL et entreprises sociales. Puis l'idée, c'était de voir qu'il y a une synergie entre leurs missions, comme si ils se partageaient des connaissances, et qu'ils innovaient en termes de processus et de diffusion, de technologie, parce qu'ils ont une vision commune, là, contribuer au maintien de domicile, puis d'une manière, on va dire, d'envie d'être social, de pas vieillir tout seul. Puis cette idée, c'était comment promouvoir aussi plusieurs la télémédecine, du divertissement, de l'activité cognitive. Puis vous allez voir, ça s'inscrit très bien dans le reste des projets qu'on voudrait faire à Laval. Donc le deuxième projet, c'est le projet de Sentinelle en gériatrie sociale, qui lui est porté par la coopérative de soutien à domicile, donc à Laval. Cependant, il découle de la Fondation Age, qui est une OBNL qui a été créée par le professeur Lemire, donc en 2016, et qui consiste à offrir des services de gériatrie sociale. Donc par leur modèle, c'est offrir un filet de sécurité au niveau de la communauté, en amont des services de santé, et ce par une équipe de gériatrie sociale qui est formée donc de sentinelles. Ce sont des aînés, des proches aidants, vraiment des gens qui sont plus proches des aînés dans la vie courante, des associations, une personne qui a un lien avec la santé, qu'on appelle donc l'infirmière en gériatrie sociale, qui est le point de contact santé dans l'équipe de gériatrie sociale. Et cette équipe de gériatrie, elle va avoir donc une ressource médicale qu'on appelle la navigatrice, qui va elle aussi faire le lien non seulement avec le terrain, mais aussi avec l'hôpital local, en étant donc un trait d'union entre les services communautaires, l'aîné, et le service institutionnel de santé. Ce que ça permet, en fait, c'est d'agir en amont, favoriser un vieillissement actif et de prévenir tout type de problème. Ça peut être de l'encombrement chez soi. L'idée des rapports, pour vous donner un exemple très concret, il y a une sentinelle, donc une préposée à domicile, qui a fait remonter une alerte à son équipe. Donc la navigatrice, dans ce temps-là, prend l'alerte. Elle dit, OK, je vais aller voir au domicile de l'aîné ce qui se passe. Ce qui se passait, c'est qu'il vivait en coloc avec quelqu'un de plus jeune. Il y avait des problèmes de salubrité, d'encombrement dans la maison. Et donc, ils ont simplement une discussion avec la personne qui vivait avec l'aîné, et ils ont informé de manière bienveillante, avec évidemment toujours le consentement de l'aîné. Ils ont une discussion donc avec le coloc, tout ça, et ils ont réussi à mettre en place du nettoyage avec la personne qui a pu comprendre les dangers. Ça s'est arrangé, il y a eu un suivi qui est fait et ils vivent très bien ensemble. Et peut-être qu'il y aurait pu avoir une chute qui aurait mené à une hospitalisation, à savoir qu'une hospitalisation et 1 an en dehors de chez soi peut avoir des conséquences. Quand on regarde si en enlevant un aîné 3 semaines de chez soi, ça peut avoir des conséquences comme de 1 à 3 ans de perte d'autonomie plus tard. Donc c'est vraiment des conséquences très importantes d'avoir des chutes et d'être hospitalisé. Donc ce qu'on voit en termes d'impact concret là, près de 50% des usagers donc qui ont eux été recommandés jusqu'au 6 n'avaient pas de dossier actif, de dossier donc auprès de cette institution médicale, et donc on a quelque chose de vraiment
de préventif à la fois qui permet de diminuer la pression sur les services de santé et à la fois de prévenir des choses avant qu'elles n'arrivent et de les détecter en amont. Donc, la contribution un peu théorique que je fais de tout ça, c'est de voir que d'un côté, que ce soit du haut, par l'aval avec TEMRA, puis dans mon cas l'éminence grise, mais aussi du côté du bottom-up, donc des stratégies de l'écosystème lavallois, on voit un peu qu'ils agissent comme le comparatif avec des laboratoires d'innovation, mais des intermédiaires d'innovation, donc à l'échelle territoriale. C'est-à-dire que c'est pas comme un lab. Là, c'est vraiment du coup comme une modalité un peu qui permet de diffuser, de créer des connaissances. Puis ça se fait par la création de communs symboliques. C'est vraiment une idée d'une vision partagée de l'écosystème, ou en tout cas d'une mission. Puis ça, je le vois vraiment, dans la gériatrie sociale et dans tous les projets répertoriés autour des aînés. Il y a cette il y a cette idée de vision, de mission commune qui unit. Puis c'est la même chose, je crois, avec la municipalité qui est aussi quand même, c'est quand même du public, et on voit quand même cette idée que ce soit le pluriel ou les entreprises en économie sociale et tout, elles ont, de par leur vision, motivation, un élan, quelque chose qui les unit et leur permet de s'auto-organiser beaucoup plus facilement que justement si chacun avait leurs intérêts bien plus séparés, malgré qu'elles les aient. Il y a comme l'idée de cette vision partagée qui permet justement de faire un meilleur maillage intersectoriel et de mêler des connaissances. Puis on voit que ce soit donc TEMRA ou la gériatrie sociale, ils fournissent vraiment des plateformes. Donc TEMRA, Bernard vous en a pas parlé, mais il y a TeroX, c'est vraiment une plateforme concrète qui permet de favoriser le développement de start-up. Puis là, il y a un fort potentiel de maillage entre ces startups et les écosystèmes TEMRA, que ce soit avec le transport, on voit, avec les aînés. Il y a, du côté de la gériatrie sociale, le maillage qui se fait parce que la Fondation Âge, elle donne accès tout un contenu de connaissances à la formation pour former les sentinelles. Donc, elle a équipé la coop de soutien à domicile pour former des sentinelles sur le territoire lavallois. Moi, j'ai suivi la formation sentinelle aussi en ligne, parce que la Fondation H donne toutes les semaines des formations sentinelles en ligne. Donc, il y a vraiment cette idée de posséder des connaissances et de les diffuser. La gériatrie sociale met aussi en place des communautés de pratique entre les navigatrices pour pouvoir s'échanger justement des idées, des innovations, des connaissances qui sont faites au niveau qu'elles ont trouvé, au niveau de leurs équipes de gériatrie sociale, de leurs pratiques. Donc, il y a vraiment cette idée de réunir, de diffuser des connaissances, de mailler les différents secteurs, les différents niveaux de connaissances. Et ça mène, je postule, donc à une création de valeur collaborative, synergique, qui potentiellement pourrait mener à des changements systémiques. Dans mon cas, celui de l'approche en santé. Et donc un fort potentiel de valeur. Donc ça, à démontrer, à prouver avec justement, nous, là, c'est pas du coup... on n'arrive pas avec des preuves de l'écosystème qui fonctionne. La gériatrie sociale, si, mais c'est un peu ça là qu'on aimerait faire. C'est, moi, dans les prochaines étapes de mon étude là, de démontrer cette création de valeur synergique et comment elle contribue à transformer le système de santé. Donc, ce qu'on voit, et je vais laisser Bernard partir sur le cas, c'est une application pratique, en fait, de notre cas, la stratégie top-down, dans le cas donc d'un partenariat entre la ville de Laval, entre Laval Économique et Lucilab. Et je passe la parole à Bernard pour le laisser nous parler donc du partenariat avec Lucilab. Merci beaucoup, Pauline. Donc, c'est riche, comme vous pouvez remarquer, c'est riche de voir toute cette synergie-là. Effectivement, Lucie est née d'un peu ce lancement-là qu'on a fait de TEMRA, où Pauline et moi avons été approchés par Lucilab pour être un territoire d'expérimentation. En fait, c'est quoi Lucie? C'est un programme d'intervention numérique qui vise à promouvoir la santé cognitive en favorisant les saines habitudes de vie. Donc, c'est vraiment, on a parti de ça.
parce qu'effectivement, Laval, ben, Pauline vient de nous démontrer qu'on a des enjeux, de vieillissement. Et quand on regarde 2041, la perspective d'avoir 26% de tous les habitants de Laval qui va être 28 à Laval, ouais. Camille, mais c'est 28. Ouais, c'est ça. Mais reste que c'est énorme. On parle de la ville de Laval, c'est 450 000 personnes, 444 000 en ce moment, mais bon. On parle d'une augmentation de 50% d'ici 2041. Donc, c'est énorme comme augmentation dans la strate d'âge de 65 ans et plus. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis Lucie est arrivée comme justement sur un plateau d'argent en disant, ben nous, on cherche un territoire d'expérimentation pour justement changer, favoriser les saines habitudes de vie qui sont principalement axées sur trois thématiques, donc des saines habitudes de vie en alimentation, activité physique et activité aussi intellectuelle. Donc, tout ça est une plateforme qui a été démontrée scientifiquement par des 6 chercheurs. Et puis, effectivement, quand on adopte et on change nos habitudes de vie, bon, on peut minimiser les risques de troubles neurocognitifs de 50%. Quand on regarde qu'est-ce qu'on voit devant nous, quand on regarde si Laval ne fait rien d'ici 2050 au niveau de prévention, ben, les troubles neurocognitifs vont augmenter de 145%. Le système de santé n'est pas capable d'absorber ce genre d'augmentation-là. Donc, on doit travailler sur la prévention. Donc, on s'est associé avec eux, on a investi un montant de 100 000 $. Le CIS a investi aussi un montant de 100 000 $. C'est un programme sur un an qui est déployé et on veut faire la preuve de concept qu'effectivement, on est capable de changer ces habitudes-là. La campagne de publicité est partie lundi dernier. Avant la campagne, on avait lancé un communiqué de presse, etc., sans faire beaucoup et on avait déjà 1000 adhérents. En date de lundi soir, on en avait 2000. Donc, c'est quand même intéressant. Puis on s'est donné comme objectif d'avoir 10 000 citoyens sur notre plateforme d'ici la fin de l'année pour pouvoir les suivre. Donc, c'est au-delà de la plateforme technologique, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que c'est important d'avoir un suivi humain dans ça. C'est bien, là, c'est bien la technologie, etc., mais on se rend compte qu'il faut avoir un suivi humain. Donc, on a 10 personnes habilitées qui sont dans le système de santé qui vont pouvoir suivre sur une base hebdomadaire des gens qui veulent se faire suivre. Comme moi, bon, moi, j'ai décidé de pas avoir besoin de me faire suivre, mais il semble que j'ai quelques défis à faire pour changer mes bonnes habitudes de vie. Donc, on a ce soutien-là. Donc, on est bien heureux de ça. C'est certain qu'on est regardé par le M3S supporté par le 6 en plus. Donc, on est bien heureux, puis on veut pérenniser Lucie sur notre territoire pour les 3 prochaines années. Donc, parce que les habitudes de vie, ben, ça change pas en 6 mois. Je pense qu'il y a un certain temps d'adaptation. Finalement, pour vous dire que qu'est-ce qui est important pour nous, c'est qu'on cible les 45-70 ans en ce moment sur nos campagnes, parce que c'est là qu'on peut faire la différence. C'est sûr que ça s'adapte à tout le monde, mais passer 70 ans, changer les habitudes de vie, semble-t-il que c'est difficile. Donc, on reste sur notre groupe cible en ce moment, c'est le 45-70. C'est un exemple de qu'est-ce que l'éminence grise peut apporter dans notre écosystème d'innovation. Mais on a d'autres projets là qui vont certainement voir le jour dans les prochains mois, les prochaines années. Surtout qu'il va y avoir une grande
il va y avoir la semaine prochaine une belle communiqué, c'est pas un communiqué de presse, mais une annonce avec le MEIE que Laval va pouvoir a fait une entente sectorielle sur 3 ans sur tout ce qui est innovation sur le territoire, qui va être la première au Québec. Donc, on en est bien fiers. Donc là-dessus, moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Pauline, je te repasse la parole. Ouais, alors peut-être pour préciser comment c'est fait Lucilab, puis concrètement ce que c'est. C'est intéressant parce que c'est à la suite d'avoir vu ces chiffres sur la santé et d'avoir vu l'espérance de vie diminuer de 13%, enfin l'espérance de vie en bonne santé de diminuer de 13% en 10 ans, que j'ai confronté ces chiffres auprès de différents acteurs. Et Numana, qui est un think tank en technologie, au Québec, qui est un des partenaires, de Mosaïque, que justement Patrick m'avait recommandé d'aller parler parce qu'ils ont aussi, à leurs spécialistes en vieillissement. Donc je vais lui parler pour découvrir un peu ce qui se passe, confronter mes données et il me dit et c'est lui qui me parle donc de Lucilab. Et c'est lui qui nous a mis en contact. Et donc je vais discuter avec Lucilab et c'est là que j'ai recommandé, Et donc le maillage s'est fait par d'autres acteurs qui recommandent, qui connaissent, et donc d'où l'importance là de montrer justement cette idée d'approche partenariale, de défense de connaissances. Deuxièmement, concrètement, Lucilab, c'est un programme en 12 semaines. Il s'agit donc d'une application qui est accessible. D'ailleurs, c'est pas une application, c'est un site web qui est spécialement conçu pour être accessible par des aînés, qui est très simple d'usage, qui est d'ailleurs c'est en cours aussi d'amélioration, et qui propose à la fois du contenu en accès libre sur une plateforme, une base de données, et un suivi sur 12 semaines par des conseillers en saines habitudes de vie. Donc c'est ces 10 personnes dont Bernard vous parlait, et qui, toutes les semaines, parlent avec la personne à travers l'application, le site web. Il y a un système de vidéo qui est proposé. On peut parler soit au téléphone, soit en visio avec le conseiller en saines habitudes de vie, qui est quelqu'un qui est local de Laval, qui peut recommander des associations comme des popotes roulantes. C'est des associations qui distribuent des repas équilibrés et chauds aux aînés, des services de désencombrement s'il y a besoin, de leur recommander d'aller prendre cette marche au parc qui est au bout de leur rue parce qu'ils connaissent l'environnement dans lequel ils sont, leur quartier. Donc il y a vraiment cette idée d'accompagnement humain. Il n'y a pas seulement du contenu, une plateforme de contenu, de recettes pour favoriser l'activité cognitive, physique et l'alimentation saine. Il y a aussi cet accompagnement humain pour transformer et aider les gens à comprendre leurs habitudes de vie, de 1, et de 2, à les faire évoluer petit à petit d'une manière durable. Et Pauline, si je peux ajouter, c'est cet accompagnement humain-là est sur plateforme, mais il peut être en présentiel aussi. Ça, c'est important. C'est important à mentionner parce que c'est pas toutes les personnes âgées qui sont habiles et qui se sentent bien dans des technologies de plateforme comme on a. Donc, c'est important. Donc, c'est unique. Tu peux expliquer comment ça se passe un peu, vous savez déjà, ou tu n'as pas encore de détails sur le fonctionnement? Sur le fonctionnement? Ouais, c'est-à-dire que si l'aîné a décidé d'utiliser Lucilab et qu'il veut voir quelqu'un en présentiel, c'est quoi ça? Ah oui, effectivement, il y a une entente qui fait qu'il peut venir à nos bureaux. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande en présentiel. Mais on s'attend à avoir de la demande à ce moment-là, éventuellement. Mais on veut rester ouvert. Il faut que cette plateforme-là puisse être accessible à tous. Donc, c'est important pour nous. Puis, les gens me demandent souvent pourquoi Laval économique, on s'investit dans ça. Bon, on s'investit parce que cette tranche de les 65 ans et plus, c'est quand même des gens qui ont des vecteurs économiques importants, qui sont même 10% des personnes âgées ou vieillissantes, que je devrais dire, de 65 ans et plus à Laval, sont sur le marché du travail à temps plein. Si effectivement ces gens-là sont encore plus en santé, qu'on peut augmenter avec leurs saines habitudes de vie, peut-être qu'on peut même aller chercher
une nouvelle partie de travailleurs expérimentés. C'est important pour nous, surtout en pénurie de main-d'œuvre à Laval. Donc, pour nous, c'est vraiment un maillage qui est essentiel. Merci Bernard. Je pense qu'on peut conclure sur ça et ouvrir la place aux questions s'il y en a. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Pauline. Ça, c'était très intéressant et c'est surtout un sujet aussi très important. Le vieillissement, ça a un effet sur nous tous. Moi, j'ai une question parce que pour moi, le vieillissement, ça c'est si on fait la recherche dans le vieillissement, j'imagine si on introduit des innovations et des nouvelles technologies pour voir un effet sur la société. C'est ça que j'imagine. C'est vraiment dans le long terme. Corrigez-moi si c'est pas le cas, je sais pas. En fait, si tu veux, ça dépend. On travaille par exemple avec Beaune à faire des projets. Enfin, il y a des projets qui sont en cours potentiellement en cours avec Beaune, qui est une entreprise qui fait de l'IoT, donc de l'Internet des objets, avec de l'intelligence artificielle. Et eux, leur but, c'est d'être vraiment ce qu'on appelle pervasif, c'est-à-dire qui n'implique aucune interaction avec personne. L'idée, c'est d'avoir de l'IA qui est mis ce qu'on appelle en anglais des ambient assisted AI. Et donc, ça permet de détecter, mettons, pour les aînés, des chutes. Ça permet ils développent par exemple des systèmes pour soigner les astronautes. Ils travaillent en collaboration avec l'espace, le Centre canadien de spatial, pour pouvoir soigner les astronautes dans l'ISS sans qu'ils aient besoin d'interagir. C'est ce genre de choses dont on parle, où il peut y avoir dans des RPA ou chez les aînés des trucs de détection pour pouvoir prévenir des chutes avant qu'elles arrivent, ou par exemple pouvoir détecter quand il y a des baisses d'activité, ou même avec des balances intelligentes, la perte de poids accélérée, qui peut être un des facteurs de vieillissement accéléré qu'on apprend dans la gériatrie sociale. Donc, je pense que fondamentalement, il y a cette idée dans le court terme, on peut avoir un impact en mêlant soit de la technologie et de l'IA qui va pouvoir autodétecter, soit en mêlant du social et de la technologie, avec cette idée, par exemple, de préposer en soins à domicile, qui sont à même de faire participer l'aîné, de le faire utiliser la technologie, mais en limitant ses interactions avec, on va dire, donc il n'y a pas besoin d'apprendre. Si on voulait lui faire répondre, mettons, à un questionnaire pour pouvoir faire un suivi de santé avec le SIS, pour faire de la santé littéralement en mode un suivi de santé, on pourrait faire ça, on pourrait le faire, puisqu'il y a cet aspect d'interface sociale avec un humain qui a la technologie et qui n'est pas l'aîné. Il y a vraiment cette idée qu'il pourrait être le proche aidant aussi. Si on peut rajouter, je pense que c'est pas une panacée. En fait, il y a tout. Cette question-là que vous posez de dire c'est sur du long terme, tout à fait, il y a du long terme dans ça. Tout à fait. Que ça soit que sur de l'activité physique, c'est pas parce que je commence à marcher demain que je vais être en bonne santé. Je veux dire, on parle que marcher 10 minutes par jour, c'est déjà une très bonne chose, mais c'est sur un long terme. On parle pas nécessairement du court terme. Mais effectivement, je pense qu'il y a un peu des deux. Puis la technologie nous sert peut-être à avancer plus rapidement. Je pense que c'est ça qui nous donne cette flexibilité-là. J'ai aussi une autre question parce que j'ai compris que le contexte de Laval vous avez fait une bonne comparaison et une bonne analyse de ce contexte-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi si on compare ça avec d'autres régions, est-ce que ça fait partie de tes études et comment est-ce qu'on peut peut-être trouver des stratégies un peu plus générales pour des plus grandes régions parce que là-bas, à la fin, c'est très petit et comment on puisse généraliser ça peut-être dans un plus grand contexte. Juste avant de passer la parole à Pauline, bon, Laval est quand même la 13e ville la plus grande au Canada. Oui. Donc, petit, attention. Oui. Oui, mais le Canada, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que si on se compare à des villes chinoises ou américaines, peut-être qu'on est petit, tout à fait.
Mais bon, pour le Nord-Amérique, on est des villes moyennes, de moyenne taille. On dirait Moyenne taille. 450 000 personnes, c'est moyenne taille. Pauline? En fait, je vais être un peu disruptive volontairement, mais ça n'a aucune importance, la taille de la ville. Ce qui importe, c'est l'environnement bâti. Est-ce qu'on est plutôt dans un bâti, et là c'est très concret, qui a une mixité urbaine des services, qui a ce qu'on appelle en anglais walkability, marchabilité. Est-ce qu'on peut marcher? Et il y a quelques facteurs comme ça. Je vais donner un exemple très concret qui fait que, alors que ce soit donc au Japon ou en Italie, les aînés vivent très vieux. Ils vivent très vieux, en très bonne santé. Pourquoi? Parce qu'ils font du sport. Pour des raisons différentes. Au Japon, on voit du yoga en groupe et tout. Il y a vraiment une idée de se maintenir en santé et tout soi-même parce qu'il faut se maintenir en autonomie. En Italie, c'est beaucoup plus factuel. C'est surtout en Sicile et tout, les villes sont à pic. Les aînés vivent dans des maisons, ils sont constamment amenés à marcher des marches, des escaliers, le monde marcher dans la ville. Ça les amène à être actifs. C'est un exemple un peu poussé à l'extrême, mais plus simplement en Europe, de manière générale, les villes favorisent un vieillissement actif dans sa communauté. Et c'est même le cas de Montréal, du plateau Mont-Royal. Ma voisine de 77 ans fait tout à pied. On a accès au commerce à pied, il y a tout. Et donc, si vous voulez, c'est pas une question de taille. On pourrait vivre à Chicago, dans la banlieue de Chicago, et avoir la même vie qu'un Lavallois. Parce qu'en fait, on doit quand même traverser des 8 voies pour pouvoir aller chercher son pain. On ne peut que vivre avec une voiture. Il n'y a rien qui est faisable à pied. C'est des constructions, des développements urbains qui sont vraiment fondés sur de l'étalement avec ça a été pensé en fait sans mixité. On a des régions pour dormir, des lotissements, on a des centres commerciaux avec des parkings où s'il n'y a pas de voiture, enfin on ne fait même pas le parking à pied tellement il est grand, encore moins quand on est un aîné où on marche que 400 mètres en moyenne, il n'y a pas de banc, pas de toilette. Donc c'est vraiment en fait c'est tout un ensemble de choses qui fait que on peut pas penser au vieillissement actif, ce qui est vraiment le but de l'OMS, ça c'est une vision globale. Comment vieillir dans une ville de manière active, ça prend ça. Ouais. En fait, pour comparer Laval, on peut dire que c'est une ville typique, c'est pour ça que une ville typique nord-américaine qui n'a pas on va dire, de mixité urbaine, qui est peu dense et qui est caractérisée par une construction autour de l'automobile. Bon, tout ça, bien sûr, dans un système où on mange de la nourriture ultra transformée, qui crée des problèmes de maladies chroniques qui s'accélèrent encore plus par la sédentarité. Je parle pas du stress, tout ça, mais donc voilà. En fait, donc notre système nous rend malade, parce que ça, c'est global. Mais en plus de ça, il faut rajouter des conditions de l'environnement bâti qui dramatisent tout ça et qui empêchent, on va dire, de vieillir de manière active. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres villes. Et puis, il faut rajouter aussi que le bâti s'est fait à Laval. 78% en ce moment des usagers là, prennent la voiture à Laval. C'est énorme. C'est énorme. Puis c'est la mixité, comme Pauline l'explique très bien. 30% du territoire est agricole. Hein? Donc déjà, 30% du territoire est agricole. De l'autre côté, Laval s'est fait à partir de petits villages qui ont été regroupés dans les années 65 pour devenir Laval. Donc, le petit village de Sainte-Rose, de Saint-Vincent. C'est tous des villages qui étaient sur le bord de des rivières. Et le centre n'avait absolument aucun développement. Ça l'a changé avec les années. Ça a été fait comme Pauline nous l'a bien décrit, comme bien des villes nord-américaines. Le banlieusard qui va avoir sa petite maison unifamiliale. Donc, et c'est ça qui est arrivé à Laval. Aujourd'hui, on hérite de ce bâti-là, puis on tente de changer ce bâti-là avec la densité urbaine bien pensée. Puis on a la chance d'avoir un carré Laval qui pourrait peut-être démontrer dans les prochaines années qu'est-ce que c'est un quartier de demain. Comment on devrait développer un quartier de demain qui va pouvoir devenir un quartier à énergie positive avec sans voiture, etc. Comme notre maire nous a si bien écrit dans un livre
l'année dernière. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde de très près pour faire cette vitrine technologique-là qui pourrait être peut-être une inspiration pour les prochains quartiers qui va prendre en considération justement cette mixité de personnes et ces besoins différents pour toutes ces personnes-là, surtout les personnes âgées qui ont besoin quand même d'espace pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire de l'activité. Exactement. Ouais. Le commerce. Les commerces, etc. Le commerce de proximité chez nous, c'est difficile. On travaille énormément en ce moment à repenser le dernier 15 minutes, comme on dit, le last mile en anglais, comme on dit le dernier kilomètre. On repense tout ça et c'est avec Fabien Durif qu'on travaille beaucoup sur des nouvelles méthodes qui prennent... Parce que c'est interrelié, l'imminence grise, avec, vous avez vu, Tamara, c'est des ensembles sous-ensembles qui sont tous interreliés. Oui, On doit travailler dans ça. Ouais. Très intéressant, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas vraiment, j'avais une question, mais vous avez répondu dans la dernière discussion. Mais je voulais vous remercier, vous me donnez une perspective différente, une nouvelle perspective sur, dans le fond, la vie des quartiers. Et moi, je suis européen, donc j'ai un peu... En plus, je suis sicilien, donc... Alors, puis, c'est ça. Comme je suis content encore plus aujourd'hui d'avoir choisi le quartier où je suis, parce que ça me permettra d'avoir un mélisme actif. Donc, en tout cas, je vais vous remercier pour votre présentation. Je trouve ça bien intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci des questions. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'on peut... C'est réplicable dans le sens que la plupart des villes nord-américaines elles se sont pas construites avec des pressions de pas s'étendre. Par exemple, Paris, il y a eu des fortes pressions de pas s'étendre et c'est pour ça qu'il y a eu des buildings qui se sont élevés et qu'il y a eu des étages qui se sont faits dans la construction des villes. Alors que le modèle nord-américain, les villes gagnent de l'argent en vendant du mètre carré. Plus elles vendent des kilomètres carrés de parking, plus elles font... Enfin, c'est les modèles d'affaires qu'il faudrait changer, mais bon, mais ça prend... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais le maire de Laval est inspirant en ça, en forçant là, les parkings là, à se verdir et tout ce genre de choses. Oui, et puis d'ailleurs, c'est une éco-fiscalité qu'on vient de mettre de l'avant, là, en disant, ben, écoutez, on taxe le bitume maintenant. Donc, pourquoi? Ben, pour toutes sortes de bonnes raisons. Premièrement, pour densifier, peut-être, ça serait intéressant d'avoir... Et l'autre chose, c'est qu'on essaie de verdir énormément. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons le parc. On vient de faire l'acquisition là du dernier lotissement pour faire notre parc d'1 kilomètre. Donc, qui va partir du centre-ville, qui va s'en aller qui a 1 kilomètre de long, qui va aller jusqu'à l'hôtel de ville. Ce sont d'autres choses qu'on cherche à faire. Bon, le maire nous disait hier aussi, ben, on veut agrandir notre zone agricole. La zone agricole de Laval, on n'a perdu aucun mètre carré depuis les 35 dernières années dans notre territoire agricole. On est au-dessus de 600 agriculteurs sur le territoire. C'est quand même intéressant en milieu périurbain d'avoir ce genre de... D'ailleurs, on a le panier d'épicerie, on a des programmes, on a au-dessus de 40 stands de petits de marchés pour que les gens puissent venir chercher leurs légumes, leurs fruits locaux. C'est quelque chose qui existe depuis déjà 2-3 ans. Donc, on en fait cette promotion-là. Si vous voulez cueillir des pommes en été, venez à Laval. Vous pouvez cueillir des pommes à Laval. Vous n'avez pas besoin d'aller à Saint-Joseph. Donc, ça existe. Je pense que cette mixité-là avec l'éminence grise, c'est important. Et puis, ça permet... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes vieillissantes qui travaillent dans ces kiosques-là. C'est intéressant. On voit qu'ils s'impliquent. Il faut continuer dans ce sens-là. Ouais. Puis bon, ben, j'en fais partie. Bientôt, là, je vais avoir 65 ans et puis j'en fais partie de cette éminence grise-là. Bon.
Non, mais toi, t'es l'exemple. T'es actif, t'es... Ouais, c'est correct. Là, oui, c'est vrai que je suis actif, mais reste Hey, que j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup plus de personnes actives. Puis ce sont des gens qui sont tellement expérimentés. Je les disais à Pauline à l'époque, puis on termine là-dessus. On est allé visiter une entreprise qui a 13 personnes qui ont 70 ans et plus, qui travaillent 3 jours semaine. C'est ses meilleurs employés, selon le président. Ce sont ses meilleurs employés qui se présentent à tous les jours et qui ont cette expertise-là que d'autres n'ont pas. Puis l'avantage, c'est qu'ils présentent, ils forment cette relève-là. Donc, je pense que il faut travailler dans ce sens-là. Ouais. Oui, exactement. Super. Merci beaucoup pour la présentation. C'est un sujet très intéressant. Bonne chance pour toi, Pauline, pour la continuation de ton doctorat. merci. Et merci, et je vous souhaite une belle journée ensoleillée au moins. Ouais, enfin, Très. ensoleillé, hein.